Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle approche qu'on a développée pour créer et financer un jeu vidéo qui va être sous licence libre. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'entreprise que j'ai créée qui s'appelle Otherways. Après, je vous expliquerai un petit peu comment fonctionne notre plateforme RedBricks. Et dans un dernier temps, je vous parlerai des choix qu'on a dû faire au niveau éthique et les conséquences que ça a eu au niveau technique aussi. Donc moi, je m'appelle Aline Bardou, je suis la fondatrice d'Otherways, je suis aussi la développeuse du coup de la plateforme RedBricks. Et accessoirement, je suis la présidente du Toulouse Game Dev, qui est une association locale qui est pour les amateurs et les professionnels du jeu vidéo sur Toulouse. Au niveau professionnel, j'ai travaillé notamment 2 ans chez Savoir-Faire Linux, qui est une entreprise de service pour le logiciel libre au Canada. Donc au niveau de l'entreprise, le principe de départ, c'était de pouvoir créer des jeux vidéo qui allaient être sous licence libre. On a voulu faire des jeux vidéo un petit peu différemment. Du coup, on a essayé de penser aussi l'entreprise différemment. Et pour ça, on s'est inspiré de ce que font les sociétés coopératrices. Grosso modo, notre mode de fonctionnement, ça va être une hiérarchie horizontale avec tout le monde, tous les employés qui ont une seule voix dans les votes, moi y compris, un partage équitable des bénéfices, etc. Et en plus de ça, on a décidé de soutenir des associations qui favorisent la mixité et l'inclusivité dans le jeu vidéo, donc Women in Game et le rassemblement inclusif du jeu vidéo. Voilà, donc on essaye d'être sur des valeurs très inclusives, très libres, très éthiques, et de fonctionner comme ça à tous les niveaux et pas seulement pour nos jeux. Donc quand on a décidé de créer une société de jeux vidéo sous licence libre, la première question qui s'est posée évidemment, c'est de savoir comment financer ces jeux vidéo. Actuellement, dans l'entreprise du jeu vidéo, on a 2 types de jeux. On a souvent les jeux propriétaires, donc qui sont des jeux qui vont être développés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui à la fin vont être vendus, et ça va permettre de rentabiliser le développement qu'il y a eu, dans le meilleur des cas. Et après, on a les jeux vidéo qui sont sous licence libre, qui sont souvent des jeux vidéo amateurs, qui sont faits par une grande communauté de joueurs, mais du coup souvent sur un modèle bénévole. Il y a peu de jeux vidéo aujourd'hui sous licence libre qui sont financés, qui arrivent à avoir une contribution financière. Donc l'idée de départ, ça a été de se dire, on a besoin d'argent pour le financer, donc on va faire une plateforme de financement participatif. Rapidement, avec ce modèle de financement participatif, s'est posé une deuxième question, à savoir comment créer une communauté. Puisqu'on va se reposer exclusivement sur la communauté pour financer le jeu, il va falloir les intéresser au développement du jeu, qu'ils aient envie d'y participer, qu'ils aient envie d'être actifs dans le développement du jeu. Donc c'est de ces 2 questions qu'est née RedBricks. Et ça a beaucoup évolué, et aujourd'hui, c'est une plateforme web de création communautaire. Donc le but de la plateforme, ça va être de pouvoir intégrer le joueur dans le développement du jeu, dès le début. Ça ne va pas être pour des jeux qui sont déjà terminés, ça va être pour des jeux qui commencent à être développés. Et nous, on a décidé de découper le projet par briques, en s'inspirant un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui dans le développement agile, en se disant, on va découper notre jeu en plein de petites tâches. Ça va être une mécanique de jeu, ça va être un portage vers une nouvelle plateforme, ça va être un mode multijoueur, par exemple. Et toutes ces briques, le joueur va être invité à venir donner son avis, soit en nous disant si la brique l'intéresse ou non, en répondant à un sondage, en mettant des commentaires pour essayer de faire avancer le débat. On a évidemment toute une composante financement participatif par brique, ce qui permet d'avoir des financements plus petits. Et le joueur sait exactement qu'est-ce qu'il va financer. Ça évite d'avoir des campagnes Kickstarter à 20 000, 30 000, 50 000 euros, et où finalement on ne sait pas trop où va l'argent. Là, on sait précisément si ça va nous intéresser ou non dans le développement du jeu. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, on a un certain nombre d'outils, donc des outils qui vont servir à la communauté avec les votes, les sondages, les commentaires. Les studios vont pouvoir aussi donner des informations sur l'avancement du développement avec des news. Pour des jeux un peu plus avancés, on a les rapports de bugs.
Au niveau du financement, on a deux types de financement. Soit les joueurs peuvent faire un don directement au jeu en dehors de toute campagne de financement, ou alors après des campagnes de financement par brique, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on a en plus les messages privés, la gestion de favoris, on a énormément de choses déjà disponibles. Donc nous, au niveau du business model, on a décidé que l'accès allait être gratuit et libre pour tout le monde. La seule obligation, c'est si on veut participer sur un projet ou créer un projet, il faut s'inscrire. Donc il faut donner un mot de passe et une adresse mail. Mais c'est la seule obligation. À partir de là, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez voter, mettre des commentaires, créer votre propre projet, faire des campagnes de financement. Voilà, il n'y a pas de limitation là-dessus. Sur les campagnes de financement, justement, on a décidé d'appliquer des commissions libres, c'est-à-dire que c'est le studio qui choisit exactement combien il va nous donner en pourcentage, et c'est à partir de 0%, donc si le studio ne veut rien nous donner, il a le droit. Bien évidemment, nous, c'est pas comme ça qu'on va se financer, mais c'est son choix. Et après, on fonctionne aussi beaucoup par les dons. Donc là, ça va être plus par les joueurs. Quand ils vont faire un don à un studio pour un jeu, ils sont invités à nous faire un don aussi pour nous aider à développer la plateforme. Donc le projet a débuté il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, en mars 2017. Il est né à Montréal, au Canada, parce qu'à l'époque, j'étais encore là-bas. C'est pour ça qu'il s'appelle Red Bricks, d'ailleurs. C'est un petit clin d'œil aux Briques Rouges de Montréal. Donc, il a fallu développer le projet, établir le business model, etc. Et on a réussi à sortir une version alpha en juin de cette année. On avait une 50aine de joueurs pour tester cette version-là et de mémoire 3 projets sur la plateforme, ce qui a permis d'affiner pas mal de choses, notamment sur le business model qui a pas mal évolué, parce qu'au début, les commissions n'étaient pas libres. Enfin voilà, on a beaucoup réfléchi à tout ça. Et le 3 octobre, donc ça fait 1 mois et demi à peu près, la plateforme est sortie en version bêta. Donc pour l'instant, on est en phase de développement. On a, on va dire, à peu près 80 joueurs inscrits sur la plateforme. On est en discussion avec pas mal de studios, avec une grosse dizaine de studios pour leur jeu. Voilà, donc on est en pleine phase de démarrage. Donc, quand j'ai créé la plateforme, surtout parce que c'est moi qui ai développé, s'est posé des questions au niveau technique. Et la première question qui s'est posée, c'est au niveau du JavaScript. Au départ, historiquement, le JavaScript, c'était fait pour rendre les sites plus jolis. Ça a été pour mettre une horloge, par exemple, sur un site. Ça permettait de voir les secondes qui s'écoulaient. C'était exceptionnel. Voilà, ça permettait d'avoir beaucoup plus de dynamisme sur les pages par rapport à ce qui se faisait avant en PHP. Le problème aujourd'hui, c'est que le JavaScript sert plus seulement à faire joli, sert même rarement à faire joli maintenant. Il exécute un certain nombre de tâches en arrière-plan. Et le problème de ces tâches, c'est que souvent ça s'exécute sans le consentement des utilisateurs. Et même pire que ça, c'est que souvent ça s'exécute sans que l'utilisateur sache qu'il y a quelque chose qui se fait sur la page qu'il est en train de voir. Ces tâches servent des fois à récolter notamment des informations personnelles, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur la liberté qu'ont les utilisateurs vis-à-vis de leur vie privée. Donc, face à ces problèmes-là, la communauté du libre a réagi avec 2 extensions, grosso modo. On a LibreJS d'un côté, NoScript de l'autre. LibreJS, l'idée, c'est de dire tout ce qui n'est pas JavaScript trivial, on le bloque. Mais voilà, si le JavaScript respecte un certain nombre d'informations, on peut l'exécuter. NoScript prend le problème un peu plus radicalement et dit tout ce qui est JavaScript, on le bloque. Donc nous, face à cette problématique-là, on a décidé d'utiliser quand même du JavaScript, mais de l'utiliser exclusivement pour ceux qui étaient faits au départ, à savoir des améliorations visuelles. Alors ça nous a servi notamment quand on fait quand on va faire un don à un jeu. Donc on a la page qui récapitule combien on veut donner à la plateforme. Et à droite, vous avez un récapitulatif qui vous permet exactement de savoir
quelle va être sur votre don la part qui va revenir au studio, la part qui va nous revenir à nous, et la part qui va revenir à Stripe, c'est l'intermédiaire qu'on utilise pour les paiements. Donc si on change le paiement, automatiquement le récapitulatif se met à jour. Ça, c'est du JavaScript. Maintenant, si vous bloquez le JavaScript, le récapitulatif ne se mettra pas à jour, mais le don marchera tout aussi bien. Donc c'est vraiment juste pour donner une information visuelle, mais ce n'est pas indispensable au fonctionnement. Donc on a quand même, du coup, à chaque fois qu'on utilise du JavaScript, on doit se réfléchir à est-ce que c'est bloquant? Si la personne bloque le JavaScript, est-ce qu'elle peut quand même utiliser le site? Au départ, je dois vous avouer que j'en utilisais sans le savoir. J'utilisais notamment Bootstrap, qui utilise des menus en JavaScript, et je m'en suis aperçue un petit peu tard que si on utilisait du coup un bloqueur, ça ne marchait plus, donc il a fallu refaire tous les menus. Donc voilà, ça pose quand même quelques problèmes techniques, et forcément, on a moins de dynamisme sur les pages. Je pense notamment à tout ce qui est les fonctions de recherche. Quand vous commencez à taper quelques lettres, maintenant, souvent, le navigateur vous propose tiens, est-ce que c'est pas ce jeu que tu cherches? Ça, c'est du JavaScript. En fait, ça fait des requêtes Ajax. Ça va chercher dans la base de données qu'est-ce qui correspond. C'est très pratique pour l'utilisateur, mais c'est du JavaScript. Donc, nous, on a décidé de ne pas l'utiliser. Donc, l'utilisateur, il ne peut pas avoir ces suggestions de recherche. La deuxième problématique qu'on retrouve beaucoup sur les sites Internet et dont on a pas mal parlé ces derniers temps, ce sont les cookies. Donc là, c'est pareil, historiquement, les cookies, c'était quelque chose qui n'était pas problématique, puisque c'était pour les sites marchands. Ça permettait de récupérer tous les items que vous aviez sélectionnés pour, à la fin, quand vous alliez dans votre panier, pouvoir voir qu'est-ce que vous allez acheter. Ça, c'était très bien au départ, mais ça s'est beaucoup développé. Et aujourd'hui, ça va servir surtout de traceur. Donc, ce sont des fichiers qui sont enregistrés localement sur votre machine et qui vont enregistrer tout un tas d'informations qui ne sont pas seulement quelle langue vous utilisez sur votre navigateur. Ça va être utilisé pour cibler la publicité, ça va être utilisé notamment par les réseaux sociaux pour savoir tous les sites que vous visitez, même une fois que vous avez quitté leur plateforme. Donc, ils vont pouvoir savoir sur quel lien vous avez cliqué, qu'est-ce que vous êtes allé voir. Voilà, donc, et après aussi, là, c'est un petit peu plus personnel comme information, ça va récolter un certain nombre d'informations sur votre connexion, le navigateur que vous utilisez, etc., de manière à ce que le site puisse améliorer son offre en fonction de l'audience qui vient sur son site. Depuis peu, en Union européenne, maintenant, il y a les gros bandeaux qui vous demandent si vous autorisez certains cookies. Donc ça, c'est très bien. Il faut quand même savoir que tous les cookies ne sont pas soumis à cette obligation-là et qu'il y a encore un certain nombre de cookies qui se passent de cette autorisation légalement. Ils ne sont pas obligés de vous demander l'accord. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes. Et en plus, c'est que pour l'Union européenne. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'international. Face à ça, là, on a pris par contre une mesure beaucoup plus radicale. Nous, on a décidé de ne pas utiliser du tout de cookies. Donc, on a supprimé, parce que moi, voir les gros bandeaux où on me demande si j'accepte les cookies, je suis obligée. Alors, souvent en plus, on n'a pas le « je refuse », c'est soit j'accepte, soit j'ouvre les paramètres. Là, il faut tout que je décoche, parce que des fois, il n'y a pas le bouton « tout refuser ». Après, il faut enregistrer. Moi, personnellement, je trouve ça très long, très ennuyeux. J'avais pas envie que les utilisateurs soient embêtés avec ça sur Redbricks. Donc nous, on n'en utilise aucun, même pas de technique, vraiment aucun cookie. Ça pose quand même quelques problèmes, c'est-à-dire que garder une session ouverte entre deux lancements de navigateur, ça c'est possible qu'avec des cookies. Donc actuellement, vous fermez le navigateur, vous relancez votre navigateur, vous êtes obligé de vous reconnecter. Ça ne me semble pas être très problématique. Après, on verra à l'utilisation si c'est quelque chose dont les utilisateurs se plaignent beaucoup ou non. Mais actuellement, voilà, le fait de ne pas utiliser de cookies, il faut savoir quand même que ça a des contraintes techniques derrière. Ça en fait partie. Et le deuxième problème que ça pose, il est exclusivement pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir la fréquentation du site, combien de personnes passent sur le site, à part les personnes qui s'enregistrent évidemment et qui vont participer activement à un projet. Mais tous les visiteurs qui passent et qui
qui ne font rien, entre guillemets, qui font que regarder. Nous, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Et donc, c'est un peu plus difficile pour nous d'arriver à estimer l'audience qu'il y a sur la plateforme. À savoir quand même qu'actuellement, on est sur un serveur mutualisé. Donc, le serveur mutualisé utilise des cookies techniques pour arriver à répartir la charge entre ces serveurs. Cela, on n'y peut rien. Donc, tant qu'on est sur un serveur mutualisé, il y a quand même les cookies techniques de notre hébergeur. Donc après, on a fait d'autres choix aussi, notamment quelque chose qui nous était demandé au départ, mais qu'on a refusé, c'est l'authentification par Facebook ou Google+. Je pense que c'est assez logique de pourquoi on a refusé. À partir du moment où vous vous connectez avec un compte Facebook sur notre plateforme, bah forcément, vous allez avoir des cookies qui vont se mettre sur votre ordinateur. Vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont être récoltées par Facebook ou Google+. Donc, on a décidé de ne pas permettre cette authentification. Le compte qu'on vous demande de créer, c'est juste un mot de passe et une adresse email. Je pense que c'est moins contraignant que de passer par ce genre de service. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, du fait qu'on n'utilise pas de JavaScript, on n'utilise pas non plus de requête Ajax. Et le dernier point, c'est que notre plateforme va être une plateforme open source. Alors pour l'instant, le code source n'est pas encore disponible parce qu'on est encore en réflexion de sur quelle plateforme on le met. Est-ce qu'on le met sur GitHub? Est-ce qu'on le met sur autre chose? Sur quelle licence exactement? C'est encore en réflexion. Mais d'ici la fin de l'année, le code source sera disponible. Et notre volonté, c'est vraiment d'avoir une plateforme open source. Voilà, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui. Alors, pour l'instant, ça fait donc un gros mois que c'est lancé. On a récolté 20 € pour l'instant. Donc la réponse c'est non. Après, notre objectif pour l'instant, c'est pas d'en vivre, c'est d'arriver à créer une communauté, d'arriver à développer la plateforme. En vivre, normalement, ça viendra tout seul une fois que les communautés seront créées. On se donne à peu près 1 an pour avoir suffisamment de monde pour pouvoir après en vivre. Oui. Alors nous, on vient de commencer la création de notre jeu, ça fait 10 jours. Il n'est pas encore sur Redbricks. On va le mettre à partir du moment où on aura une première image à montrer, parce que ça nous semble important que l'utilisateur puisse se projeter un minimum. Maintenant, ça va être d'ici 15 jours, 1 mois maximum qu'on va le mettre. Nous, l'idée, c'est vraiment que le joueur puisse participer dès le début, même en phase de réflexion sur le game design, pour qu'il puisse donner son avis, même sans avoir de prototype à tester ou de démo à tester. Il peut déjà essayer de se projeter comme nous, on s'est projeté en expliquant notre jeu. Donc, à mon avis, peut-être pas le premier jour, mais au bout déjà d'1 mois de réflexion, ça me semble suffisamment avancé pour commencer à le mettre. Oui. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Oui. 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 Pour l'instant, on utilise encore des liens externes. Notamment pour la police, effectivement, qui est chargée sur Internet directement. Mais c'est une piste de réflexion intéressante. On va se pencher effectivement là-dessus. Voilà, on est encore en phase bêta, hein, donc on essaye de faire les choses le mieux possible. On pense pas forcément à tout non plus, donc c'est toujours intéressant d'avoir des remarques là-dessus. Oui. Ah ben justement, on n'a pas encore décidé. Voilà, on est encore en phase d'étude là-dessus. Alors, ça va pas être sous licence libre, je pense, mais quelque chose d'open source. Oui. Merci. Alors,
Mmh. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens avec qui je parle, qui ne sont pas du tout dans la communauté du libre, ils associent à le libre, c'est moche. Donc pour un logiciel, ça peut passer. Pour un jeu vidéo, à partir du moment où les graphismes sont pas extraordinaires, ça leur plaît pas. Donc je pense qu'il manque de visibilité sur les jeux vidéo sous licence libre pour montrer que non, dans le jeu vidéo, on peut aussi faire des choses qui sont jolies et libres. C'est pas antinomiste. Voilà, ça marche ensemble aussi. Mais pour ça, je pense que ça passe aussi peut-être par un côté professionnalisant du jeu vidéo libre, où le joueur considère que s'il ne paye pas, c'est que c'est un jeu amateur et que du coup, la qualité est moindre qu'un jeu où il va dépenser de l'argent. On le voit même avec des jeux qui ont été développés par des indés. À partir du moment où le jeu est gratuit, l'utilisateur a une moins bonne opinion que s'il avait payé ne serait-ce que 5 € pour le jeu. Donc là-dessus, ça va être un long travail pour apprendre aux joueurs que non, c'est pas parce que vous payez 40 € votre jeu qu'il est forcément meilleur que le jeu que vous allez avoir gratuitement ou à bas prix ailleurs. J'espère que ça répond un peu à la question. Mmh. Parce que là, par contre, il y a le problème de comment on se rémunère. Et à partir du moment où on fait jeu vidéo libre, les sources vont pouvoir être disponibles, trouvables sur Internet, donc on ne peut pas le vendre. Donc quel modèle on trouve? Dans le logiciel libre aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent là-dessus, souvent ça va être de la prévente qui vont pouvoir financer l'entreprise. Ça va être pour adapter un framework, etc. Sur un jeu, c'est plus difficile à faire. C'est pour ça qu'avant de lancer nos propres jeux vidéo libres, nous on a réfléchi à comment les financer et comment gagner de l'argent avec. Et on espère que du coup, avec la plateforme, ça va pouvoir permettre le développement du jeu vidéo sous licence libre. C'est notre objectif, pas seulement de créer nos propres jeux, mais d'aider la communauté à en créer un petit peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Merci beaucoup.